France, je suis arrivé par les Pertus au moment de la retirada de l'armée républicaine, le 6 février 1939. On a descendu des camions et ils nous ont mis en rang et gardés par des espailles, excusez-moi si je ne dis pas bien les noms, à cheval et en colonne. Allez, c'est le premier mot en français que j'ai appris, allez, et là, directement, à pied, jusqu'au camp d'Arcellay-sur-Mer, au camp, à la plage, parce que c'était la plage. D'un côté la mer, de l'autre le fil de fer barbelé. Voilà. Je suis d'origine indo-chinoise. Mes parents sont arrivés donc, sur la métropole après les accords de Genève en 1954. Et je crois qu'ils ont fait plusieurs camps, plusieurs cités de transit avant d'être installés de manière définitive au centre d'accueil des Français d'Indochine de Sainte-Livrade. Voilà. Ce qu'on appelle le camp habituellement. Voilà. On est venu en France pour améliorer le monde. On a dit on va changer le monde et voilà quoi. Mon mari a fait biologie à la fac, écologie. Donc son challenge c'était de prouver qu'on pouvait faire la culture biologique aussi en grande échelle et pas que son petit jardin. Voilà. Donc on nourrit le monde. Souvent je me sentais étranger parce que je ne savais pas parler occitan, parce que en France j'étais l'anglais, l'anglish, mais en Angleterre j'étais le français. Et puis quand je suis allé en Afrique du Sud, j'étais étranger aussi. Donc c'est où mon pays, c'est où mon home, ma maison. Voilà, c'est des questions que j'ai mis longtemps à creuser en fait. J'avais pris l'habitude d'être étranger un peu partout. J'ai souvenir d'une exposition qui a été faite à Tonnes sur l'immigration italienne. Et quand je regardais les panneaux, il y avait tout ce qu'on disait sur les Italiens autrefois, à savoir qu'ils étaient voleurs, qu'ils parlaient fort, qu'ils avaient trop d'enfants, qu'ils prenaient le plein des Français, bon ça on a su, bon, de la même façon qu'ils venaient prendre du travail ici, quoi. Et je retrouvais des tas de reproches qu'on pouvait faire à tout étranger qui arrivait, que ce soit à Tonnes ou en Lot-et-Garonne ou ailleurs. Et je me disais, tiens, chaque étranger peut-être vit la même chose. Moi, j'ai choisi dès le départ de vivre et pour toujours en France. Mais pour mes parents, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a une date limite au-delà de laquelle la greffe ne prendra pas. Et donc eux, ils ont rêvé toute leur vie de revenir chez eux. Et d'ailleurs, ils sont allés mourir là-bas. Voilà, tous les deux. Mes grands-parents ne parlaient que breton. Et les hommes qui étaient au contact avec l'extérieur, qui faisaient les affaires, qui vendaient, ont appris un peu le français. Mais les femmes, donc mes grand-mères, elles ont eu beaucoup de mal à s'adapter au français. Et elles ont été traumatisées lorsque la radio est arrivée, puisque la radio était en français et qu'elles ne comprenaient pas et que ça allait être encore pire pour elles. Je ne veux pas être méchante, mais nous avons été mal accueillis au départ, parce que nous étions des étrangers, nous étions considérés comme des personnes dont les Allemands ne voulaient pas, qui avaient potentiellement quelque chose à se reprocher, qui avaient été, comment dirais-je, on avait commis des actes répréhensibles qui ne correspondaient pas à l'éthique des Allemands, quoi. Alors que nous étions simplement français, c'est tout. Et en 1946,
C'était en décembre 1946, nous sommes repartis en Alsace. Ça a été difficile, il faisait très froid, on n'était plus habitués, moi je n'étais pas du tout habituée au froid, et on a eu beaucoup de mal. Et les Alsaciens nous ont à nouveau mal accueillis. Mais pourquoi vous êtes revenus? Fallait rester là-bas si vous aviez suffisamment, enfin si vous aviez suffisamment d'alimentation, si vous aviez de quoi faire. Pourquoi êtes-vous revenus? Si je prends qu'une valise, je prends celle-là. Et donc c'est aussi pour moi un rappel que je fais partie de tous ces millions de personnes qui quittent des endroits pour aller dans d'autres, en portant quelque chose avec eux et puis en découvrant et en recevant d'autres choses ailleurs. L'organisation nous a été simplifiée par des relations des familles françaises qui étaient très ouvertes et qui nous ont facilité l'accès aux administrations, qui nous traduisaient les documents, qui nous ont logés. J'ai un très très bon souvenir de ces gens, de ces personnes. Une des premières semaines qu'on était là, il y a une voisine qui est venue m'inviter pour une réunion Tupperware. Donc elle m'a dit, c'est pas le Tupperware qui compte, t'es pas obligé d'acheter, mais comme ça tu vois toutes les voisines. Et je te l'ai dit une fois, quand il y a un problème, on est là, n'hésite pas. Voilà. Donc je suis allée à la réunion Tupperware, j'ai acheté 3 boîtes de Tupperware que j'ai toujours, et j'ai fait connaissance avec tout le monde, et voilà, c'est démarré là, quoi. Je suis né dans le Pas-de-Calais, dans les corons du pays minier du Pas-de-Calais, en particulier à Barlin. Mes parents sont arrivés de Pologne en 1929. Au départ, il y avait une espèce de ghetto, enfin ils étaient plus ou moins dans un ghetto, mais par contre, dans les corons un peu plus importants, les familles étaient mélangées. Quoique certaines rues étaient habitées uniquement par des Polonais. On appelait ça les rues polonaises. Et nous avions d'ailleurs en ville, nous avions des commerçants polonais, etc. Aussi bien en boucherie, charcuterie, etc. Donc il y avait des relations entre les Français et les Polonais, mais en fait c'était obligatoirement. Mais il y avait beaucoup plus de relations de mon père dans le fond, dans les mines, plutôt qu'à l'extérieur. Je crois que sur un plan culturel, ça apporte une richesse au moins le département. Hein, et c'est rentré dans l'ordre des choses que d'évoquer cet apport culturel. Alors j'ai apporté avec moi la montre de mon grand-père qui est aujourd'hui assez abîmée. L'écran là est cassé notamment, mais c'est une montre qui signifie énormément, car c'est une montre qui symbolise l'entrée en Occident pour ma famille, la volonté de s'intégrer, la volonté de réussir, la volonté de tellement de choses et donc le temps, parce que le temps de travail, pointer au travail tous les jours, aller à l'université à temps, aller à l'école à temps, tout ça c'est le symbole de l'intégration et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui donne la soif de réussir et la soif de vivre, je crois. Le fait de changer de pays et de se mélanger au peuple du pays est une source d'enrichissement colossal, et pour le pays et pour l'individu. Saint-Pétersbourg me manque toujours. Ma ville natale est toujours dans mon cœur. Je reviens de temps en temps, oui. Il y a beaucoup de souvenirs qui arrivent tout de suite. Quand on arrive des souvenirs de l'enfance, et on a besoin de ça de temps en temps, de revenir dans notre enfance, parce qu'on reste tous les enfants, je pense. La première fois que ma grand-mère est revenue en Italie, elle est arrivée donc à 25, la première fois qu'elle revient en Italie, je l'accompagne avec son mari. J'ai 16 ans. Et moi, c'est mon premier grand voyage parce que, bon, au fin fond du Lot-et-Garonne, on n'a pas trop d'argent et on ne part pas trop en voyage.
Et voilà. Et je pars avec elle jusqu'à Venise et on retrouve là-bas la famille, ce qu'il en reste. Bon, il ne reste pas grand monde, mais... Et ça c'est super pour moi. Voilà, je sens que j'ai quelque chose à partager avec eux, quoi. C'est une partie de moi. Je ne suis jamais allé en Pologne. J'aurais pu, si je n'étais peut-être pas allé en Algérie, je crois que j'aurais peut-être pu m'intéresser à la Pologne d'une autre manière, mais je crois que là, mon séjour en Algérie m'a accaparé par la suite. Le regard que j'ai sur le pays natal de mes parents, on va dire, est très mitigé parce qu'il y a quand même une histoire lourde à vivre et il n'y a pas forcément le lien à l'Algérie, on va dire, comme dans d'autres communautés où on peut y aller chaque année et on crée quelque chose. Donc on va dire qu'il est quand même lié à l'histoire que ma famille a vécue. Quoi qu'on en dise, le pays où on est né est toujours le plus beau de la terre et il faut se battre contre ça. Mais maintenant ça va, maintenant j'arrive à passer d'un pays à l'autre sans aucune difficulté. Bon, le 14 avril 1931, il a été proclamé la République en Espagne. À ce moment-là, il n'y avait pas un hymne national des républicains. Alors ça fait qu'on chantait la Marseillaise, on chantait, on fredonnait, on parlait, enfin, c'était la Marseillaise. Et moi, j'ai appris à chanter la Marseillaise en espagnol. Et si vous voulez, je vais vous la chanter, avec plaisir. Alors, amada libertad, razón de nuestro ser, luchar, querer y no cejar, quien la ose encadenar.